Bonjour à tous, chers participants, bienvenue à Inspiration, dédiée à une réflexion, les experts qui vont m'accompagner dans cette période pour parler économique pendant la crise et surtout après la crise. Ça nous amène à réfléchir aux stratégies territoriales pour ce que l'on a maintenant appelé le monde d'après. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir directeur exécutif de l'ADERLI Paul Lyon. Bonjour Jean-Charles et merci de participer à ce webinaire. Nous avons aussi Vincent Gaulin, directeur du département économie de l'Institut Paris Région. Bonjour Vincent. Bonjour. Et nous avons enfin Virginie Mahé-Palomares, qui est directrice marketing et communication de Nantes-Saint-Nazaire Développement. Bonjour Virginie. Bonjour. Alors, premier élément d'abord pour donner les premiers éléments constats de cette crise sanitaire, c'est d'abord l'idée que ça a conduit à un ralentissement brutal de la vie économique sur les territoires. Le FMI qualifie cette crise de grand confinement en écho et pour faire référence à la Grande Dépression des années 30 et à la grande récession de 2009 qui avait suivi la crise financière de 2007. Donc, cette expression grand confinement, elle donne à voir cette crise économique qui est annoncée comme une crise majeure, avec une estimation de chute du PIB de 3% à l'échelle mondiale, 7,5% pour la zone euro. On a l'économie du pays qui littéralement vit sous perfusion de l'État, avec un coût estimé à plus de 130 milliards d'euros, un déficit qui dépasserait les 10% du PIB, une dette publique qui dépasserait les 100% du PIB, donc autant dire que nos critères de convergence économique européens volent en éclats, et où on a finalement ce que l'on peut lire dans la presse, une valse des milliards, qui finalement marque un endettement public qui est sans précédent en temps de paix, pour essayer de dépasser cette crise sanitaire et ses impacts économiques. Alors finalement, on a un tableau là qui est très négatif, très opaque aussi, ça cache des réalités territoriales et des disparités entre territoires. Et d'autre part, ça pose plus ou jamais la question de l'attractivité territoriale comme levier de développement et de résilience des territoires. Et d'autant plus qu'en pleine crise du coronavirus, lorsque tout le monde annonce de la crise économique sans précédent, on a le cabinet EY qui, comme à son habitude, tous les ans, publie son baromètre de l'attractivité territoriale fin mai. Et on découvre que la France, pour la première fois depuis quelques années quand même, dépasse enfin le Royaume-Uni avec près de 2000 projets d'investissement étrangers qui sont annoncés en 2019. Donc finalement, on avait une dynamique avant la crise qui était plutôt positive en termes d'attractivité économique, notamment sur les investissements directs étrangers. Et concrètement, sur le terrain, qu'en est-il, Virginie? Est-ce que vous pouvez commencer à nous donner quelques éclairages de cette dynamique-là? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Alors, sur la question des investissements directs étrangers, parce que nous, on peut constater sur le territoire de Nantes et Saint-Nazaire, pour l'instant, on ne voit pas en fait de grandes tendances à la baisse. On constate plutôt pour l'instant une continuité des projets qui étaient engagés précédemment. Notre bilan du premier semestre montre une baisse quantitative des projets, mais pas forcément très impactée sur la dimension internationale. Cette quantitative, évidemment, elle s'explique en partie par la crise du Covid, mais elle correspond aussi de toute façon à un changement de stratégie qu'on avait initié il y a plusieurs années de cela, visant à travailler davantage le qualitatif face au quantitatif. Donc, de notre côté, on ne voit pas pour l'instant de grandes modifications. Jean-Charles, de votre côté? Alors, la situation est assez similaire à celle que décrit Virginie. Elle est quand même un tout petit peu paradoxale, c'est-à-dire qu'on voit une forte baisse des implantations sur le premier semestre. On a diminué notre volume d'implantation par rapport à l'année dernière sur le premier semestre d'à peu près la moitié. Directement lié au confinement, à la crise Covid, avec des projets qui se sont arrêtés. Ils ne sont pas annulés, mais ils se sont arrêtés. Et donc, à la fin juin, là, on sera à peu près à la moitié de ce qu'on avait fait l'année dernière et de ce qu'on comptait faire. Mais dans le même temps, je rejoins Virginie sur ce plan-là, on a un flux entrant de projets qui est à peu près équivalent à celui de l'année dernière.
en termes quantitatifs et en termes qualitatifs, qui est au moins de la qualité de celui de l'année dernière. Donc, un flux entrant de projets qui reste très, très bon, même si les échéances de ces projets, les dates d'implantation prévues sont plus lointaines. On est plus sur du fin 2021, 2022, 2023, mais avec de très beaux projets. Donc, quelque chose d'assez paradoxal tout de même, avec une forte baisse des implantations et un flux entrant qui, lui, reste tout à fait quantitatif et qualitatif. Alors, merci pour ces premiers éclairages. Vincent, finalement, donc ça, c'était pour le volet très développement exogène, mais le développement économique, c'est aussi du développement endogène. Pendant cette crise, ça a aussi mis en lumière le besoin d'information, le besoin de coordination, le besoin de digitalisation. Et finalement, les acteurs économiques du développement sur les territoires, eh bien, ont joué quand même un rôle majeur dans cette crise sanitaire-là. Vincent, quel regard vous portez sur le rôle des acteurs du développement économique pendant cette crise ? Alors, je crois qu'en effet, la crise pendant le confinement, c'est une période très particulière qu'il faut avoir en tête, sur laquelle on a appliqué la technique de l'édredon. La technique de l'édredon, c'est qu'on a maximisé en fait la dépense publique pour protéger les entreprises à travers les emplois. Et on le sait bien, et nos deux collègues y ont largement participé, ainsi que les développeurs économiques. Il y a eu beaucoup de contacts avec les entreprises. Le CNER a fait d'ailleurs un peu une petite synthèse. Toutes les agences ont été mises à contribution pour contacter les entreprises, voir la situation, mettre en relation avec les systèmes d'aide et donc derrière avec les régions, l'État et quelquefois les intercommunalités, etc., qui avaient des dispositifs. Donc je crois que c'est le point important, c'est que cette crise a montré en tout cas que les réseaux d'État et les réseaux de collectivités territoriales ont su bien travailler ensemble au profit, je dirais, des entreprises et de l'emploi. Maintenant, s'engage une deuxième phase qu'on appelle positivement rebond. Mais tu indiquais tout à l'heure qu'on était sur des perspectives de PIB moins 7,5 assez optimistes. On est plutôt un peu plus aujourd'hui, moins 8, moins 9. Donc il est certain qu'il va y avoir des entreprises qui vont être impactées par la crise. Et donc il va falloir les protéger pour certaines d'entre elles, accompagner les reconversions. Et puis il y a des secteurs qui fonctionnent bien. Et ça a été évoqué précédemment. Et donc ça veut dire qu'il va falloir aussi accompagner la croissance de certaines entreprises. Et alors justement, dans ces logiques de rebond, Virginie, quel est le rôle de votre agence et comment est-ce que vous gérez cette phase particulière ? Je dirais qu'en tant qu'un des acteurs du territoire, on contribue à réfléchir, à poser ensemble avec les collectivités territoriales, la CCI et tout un tas d'autres partenaires, on contribue à poser ensemble à la fois une vision et des solutions opérationnelles. Je pense que c'est très important pour trouver des solutions et permettant de sortir de la crise. Ce qui me semble quand même assez important à noter, c'est que de facto, le besoin est accru d'accompagnement des entreprises endogènes. Donc forcément, nous, en tant qu'acteurs du développement économique, même si notre action est traditionnellement tournée vers l'exogène, on est aujourd'hui amené à travailler davantage, tout simplement parce que l'urgence est là. Pour autant, ça ne signifie pas qu'on doit arrêter le développement économique exogène. Je pense que notre responsabilité, elle est justement de continuer à travailler ce sujet-là, toujours en lien avec les partenaires du territoire, de manière à la fois anticiper finalement des temps à moyen et long terme. Ça me semble assez essentiel, à continuer aussi finalement cet enrichissement du territoire en accueillant des entreprises exogènes. On contribue à développer une dynamique vertueuse pour l'ensemble des acteurs du territoire. Par contre, c'est clair qu'on ne peut plus faire du développement économique, je dirais, comme avant. Forcément, il faut intégrer davantage cette question du lien entre le développement économique endogène et exogène, donc de la complémentarité finalement entre l'écosystème local et les entreprises qu'on va chercher à l'extérieur. Et puis évidemment, ça pose aussi la question de cette stratégie qualitative dont je parlais tout à l'heure, par exemple, nous on va vraiment continuer à aller chercher des projets internationaux parce que ça correspond à nos valeurs d'ouverture vers l'extérieur. On va aller chercher toujours dans cette dimension qualitative sur des filières prioritaires et stratégiques pour le territoire, en complémentarité avec le tissu local. Et également, un point important, je pense, c'est la question de l'adhésion au projet de territoire, c'est-à-dire vraiment de chercher des acteurs qui ne vont pas simplement
s'installer là comme ils pourraient s'installer ailleurs, mais qui vont vraiment adhérer à ce que propose le territoire en termes de projet. Alors, Jean-Charles, du côté d'Onlyon, est-ce que tu notes les mêmes contributions en termes de rôle des acteurs de développement économique et de l'agence dans cette logique de rebond? Alors, la DERLI, c'est vraiment une agence de promotion des investissements. Donc, notre rôle par rapport, en tout cas, de soutien économique du tissu purement endogène est relativement limité. Mais effectivement, nous aussi, pendant toute la période, on va dire, j'allais dire aiguë de la crise, si tant est qu'on s'en sortit, on n'en est pas du tout sûr d'ailleurs, mais en tout cas, pendant la première période de cette crise, on s'est attaché déjà dans un premier temps à se rapprocher encore plus de la communauté des entreprises qu'on avait implantées ces dernières années, pour faire le lien entre ces entreprises et les équipes des différentes institutions et organisations publiques en charge de les soutenir. Tout simplement parce que nous, on n'est pas forcément équipés autant que d'autres pour bien faire ce travail-là. Par contre, on connaît bien la communauté de nos entreprises implantées. Et donc, notre première priorité, ça a été d'être extrêmement proche d'eux pour bien comprendre leurs problématiques et pouvoir les aider à travers de la mise en relation, des actions ponctuelles faites directement par les équipes aussi, bien sûr, mais vraiment les accompagner au mieux, sachant que toutes les entreprises ne sont pas égales devant ce qui se passe. Hein. La petite start-up ou PME étrangère et le grand groupe, enfin installé depuis 1 an et le grand groupe installé depuis 10 ans, évidemment, ne sont pas du tout à la même enseigne et n'ont pas les mêmes difficultés par rapport à leur traversée de crise du point de vue local. Donc, il a fallu s'adapter à ça, mais c'est vraiment ce qu'on a fait. Donc, ça, c'est le premier rôle. Le deuxième, mais Virginie l'a souligné, c'est un rôle j'allais dire pas de lanceur d'alerte, mais de veille et d'observatoire de la dynamique, justement, de ces communautés d'entreprises qu'on connaît bien, pour faire remonter des informations synthétiques et concrètes auprès des autres organisations économiques du territoire, de façon à les éclairer sur la façon d'aider les entreprises. C'est quelque chose auquel on s'est attaché, entre autres, à travers un cercle de dirigeants de sociétés à capitaux étrangers qu'on anime à la DERLI depuis plus de 10 ans, et c'était extrêmement précieux. C'était précieux d'une part pour les entreprises, pour les accompagner sur quelques plans très concrets. Hein. Même des grandes filiales de grands groupes étrangers ont parfois eu des problèmes pour s'approvisionner en matériel de protection, on les a aidés là-dessus, mais plus sur le long terme, c'est aussi capter leur vécu de la crise et aussi leur vision de la sortie de crise ou des prochains mois, et faire remonter ces infos auprès de nos collègues des autres équipes de développement économique de la métropole et des territoires qu'on couvre, de façon à les éclairer, alors partiellement bien sûr, mais les éclairer sur ce plan-là. Et le troisième point, je dirais que c'est que dans la prolongation de ces 2 points-là, c'est nous-mêmes, au niveau de notre propre action, envisager des évolutions et même activer déjà certaines évolutions. Alors, on y reviendra sans doute après, mais sans trop se précipiter non plus, parce que je pense que bien malin qui peut dire aujourd'hui quelles seront les conditions même de la rentrée. On a tous on voit tous des indicateurs, on a tous des inputs assez forts des uns et des autres, mais nous, on essaie de prendre pas mal de recul, c'est-à-dire à la fois de s'adapter vite, mais de ne pas suranticiper sur des tendances qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas encore complètement. Il s'agit finalement de faire preuve d'agilité et on s'ajuste au quotidien. Et donc finalement, on a quand même cette dynamique d'attractivité sur les investissements directs étrangers qui est là, qui essaye tant bien que mal de se tenir, mais encore faut-il avoir de bonnes conditions d'accueil, pouvoir être en mesure de gérer les équilibres territoriaux et donc forcément de disposer de foncier. Vincent, toi, tu avais suivi de près ces enjeux d'aménagement du territoire, avec notamment en 2018 l'objectif fixé par le gouvernement qui vise à 0 artificialisation nette des sols. Donc, l'idée, clairement, c'est de dire que la tendance, elle n'est pas au développement de l'artificialisation des sols, mais plutôt à sa stabilisation. Il va falloir trouver des compensations à chaque extension urbaine.
Finalement, comment est-ce qu'on peut faire avec le modèle de développement, le modèle d'aménagement du territoire que l'on a actuellement par rapport aux opportunités qui sont déclenchées par ces nouveaux sites qui pourraient s'implanter sur le territoire? Alors, c'est en effet une question délicate, notamment dans le sujet du développement économique, mais c'est pareil dans le résidentiel. Je pense que pour que tout le monde ait les choses en tête, peut-être quelques chiffres comparatifs d'un rapport de France Stratégie qui est un peu débattu sur le périmètre, mais qui n'est pas débattu sur les rankings. En France, on va dire que les surfaces artificialisées, c'est en moyenne, en kilomètres carrés pour 100 000 habitants, 47 kilomètres carrés. En Allemagne, 41. Aux Pays-Bas, 29 et en Grande-Bretagne, 30 km². Donc, on surconsomme de l'espace et on en surconsomme notamment ces dernières années où on va dire que les 30 dernières années, la France a cru environ en population de près de 20%. Et on a artificialisé 70% des sols, en fait, croissance de l'artificialisation de 70%. Et ça se voit quand on se balade en France, partout, dans les petites métropoles, quand dans les grandes métropoles, on périurbanise, on étend, on dédensifie d'une certaine manière. On est toujours un petit peu sur certains aspects, sur l'idée qu'on est dans une société qui finalement est une société de surconsommation. Surconsommation de tout, de biens, de matières premières, mais aussi d'espace. Et en fin de compte, on voit bien que ça n'est plus tenable. Et ce débat-là, il est bien avant la crise du Covid. Le Covid amène en effet à s'intéresser sur les enjeux de la crise, mais on voit bien que tout le monde se dit il va falloir repartir sur une trajectoire différente, passer d'une société presque de surconsommation foncière à celle de l'optimisation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'extension urbaine, d'extension pour l'accueil d'entreprises, mais ça veut dire que le monde du développement économique, dans lequel, par exemple, moi j'ai baigné, sur lequel une grande partie du développement se faisait par extension de zones d'activité, puis une nouvelle, et puis ceci, et puis cela, et bien d'une certaine manière, ça aboutit à ça, avec évidemment d'autres phénomènes. Derrière, ça veut dire quoi? Augmentation des déplacements, baisse de la biodiversité, et puis, à moyen et long terme, ne l'oublions pas, augmentation des finances publiques. Parce que qui dit extension dit diminution de la densité de personnes et d'emplois par kilomètre carré. Et ça veut dire que par contre, tout le monde demande les mêmes services en termes de bus. Je t'étends les bus, je t'étends ceci, je t'étends cela. Donc, il y a des phénomènes qui sont un petit peu, enfin, qu'il va falloir traiter très rapidement. Donc, on peut faire, les Néerlandais ont montré qu'on pouvait faire, l'Europe du Nord a montré qu'on pouvait faire. En France aussi, il y a plein d'expériences et de réalisations pour apprendre à optimiser les surfaces, gagner en hauteur, éviter les nappes de parking par endroits, renaturer certains espaces économiques qui ont été abandonnés ou les laisser en état de friche par moment, réinvestir aussi les centres-villes. Il y a des moments où on est dans des situations paradoxales. Moi, je discute avec des collègues, on va dire ça. D'un côté, on déconcentre, par exemple, l'Interco en première couronne, hein, même dans une petite ville. Là, on a autour du premier ring, on va dire ça comme ça. Puis dans le même temps, on dit, mais je comprends pas, le centre-ville se dénature, il faut que je remette du pognon. Donc on dépense de l'argent d'un côté, on en dépense de l'autre. Donc tout ça, c'est sûr que ça va pas pouvoir perdurer. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense que la crise post-Covid, et ce matin, Arnaud de Montebourg l'évoquait aussi, il parlait, comme d'autres finalement, de profiter de cette crise pour accompagner aussi les entreprises, mais aussi les pratiques du développement économique à évoluer pour, je dirais, être plus sobre et puis finalement laisser des espaces qui, aux générations futures, auront des potentiels, je dirais, y compris de nature. Alors effectivement, cette crise, elle nous a montré, parce qu'on n'a pas eu le choix, qu'on était capable de consommer autrement, de limiter nos déplacements. Au niveau industriel, les grandes chaînes de valeur mondiales, finalement, elles avaient des failles et des dysfonctionnements. Et comme tu le disais, Vincent, la crise, elle est venue conforter des tendances de fond, où l'objectif, c'est aussi d'être plus durable, de mieux travailler localement nos chaînes de valeur pour réduire l'empreinte carbone et réduire cet approvisionnement qui est mondialisé. Et dans cet esprit, on parle beaucoup de nearshoring, de reshoring, qui viendrait quelque part équilibrer le offshoring tous azimuts qu'on a peut-être fait sur les dernières décennies. Et l'idée, c'est aussi de venir rééquilibrer et mieux gérer des secteurs d'activité qu'on qualifie de stratégiques, et notamment pour l'indépendance du pays.
Finalement, comment est-ce que ça s'envisage sur les territoires? Jean-Charles, si tu peux nous donner ta vision. Et comment est-ce qu'on articule ces logiques de développement exogène et endogène? Comment est-ce qu'on peut envisager ces mutations profondes? Je pense qu'une des conséquences à long terme que pourrait avoir cette crise, je parle au conditionnel bien sûr, en restant très prudent, c'est justement de nous questionner, de nous pousser à ne pas opposer développement endogène et développement exogène. Et en tout cas, à les réconcilier, à les rapprocher et à ne pas envisager l'un sans l'autre, ou l'un à côté de l'autre, comme ça a pu être le cas, me semble-t-il, dans les politiques ou les stratégies d'attractivité en France ou ailleurs d'ailleurs, pendant pas mal d'années. Enfin, c'est plus à Vincent ça de nous le dire, je pense qu'il connaît mieux le sujet que moi. Mais il me semble qu'un des premiers effets, c'est celui-ci. Ça va passer éventuellement par, ce mot qu'on emploie tous maintenant depuis quelques temps, alors qu'on ne le connaissait pas il y a encore 3 semaines, un mois, qui est le nearshoring ou le inshoring, nous, dans les retours qu'on a des entreprises avec lesquelles on travaille, des boîtes étrangères en particulier, on voit bien qu'il va y avoir une recomposition partielle des supply chains. Mais cette recomposition, en tout cas, nous, de ce qu'on en voit, elle va être partielle. C'est-à-dire que le reshoring au sens où on l'emploie et qu'on pourrait opposer au offshoring, c'est-à-dire la délocalisation qui est annulée par de la relocalisation massive, on n'y croit pas trop. Et puis, on n'a pas forcément très envie d'y croire, pour être très clair. Je ne suis pas sûr qu'on ait tous envie de voir arriver sur nos territoires, en particulier parce qu'on a des problèmes fonciers qui pourraient être insolubles dans ce cas-là, mais pas que. Je ne suis pas sûr qu'on ait à souhaiter de la relocalisation d'énormes centres de production qui eux-mêmes seraient des plateformes mondiales de redistribution. Par contre, arriver à rapatrier de l'activité pour rétablir dans les supply chains des entreprises des circuits plus courts, ouais, ça bien sûr. Et là, il y a un vrai intérêt et nous, à la dernière, il nous semble que c'est beaucoup plus compatible avec justement ce que j'évoquais juste avant, c'est-à-dire cette bonne combinaison endogène-exogène avec une tendance qui ne date pas du Covid, mais qu'on a vu s'exacerber avec le Covid. C'est finalement cette espèce de renversement de tendance avec une attractivité à tout crin il y a quelques années. Et aujourd'hui, le fait de dire non mais l'attractivité, il n'en faut pas. Ben non, moi je crois au contraire et je suis convaincu que le bon raisonnement, il est au contraire, comme dans toute théorie des balanciers, un peu entre les deux. Surtout ne pas opposer développement endogène et développement exogène, mais c'est aussi à nous, les agences, de faire en sorte que les deux soient compatibles. Et effectivement, Virginie et Vincent l'ont évoqué, de choisir nos cibles, de faire en sorte que ce qu'on va chercher soit compatible avec le tissu économique local, soit complémentaire, soit vienne finalement combler des lacunes de ce tissu. Et finalement, cette crise, elle nous oblige à accélérer la réflexion et l'action là-dessus, sachant qu'effectivement, les mouvements qu'on pourrait voir alors le bon mot n'est pas relocalisation du coup, mais de nearshoring ou de recomposition des supply chains, il ne faut peut-être pas oublier qu'on risque de les voir dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on va sans doute réussir à ramener des choses. Il faut peut-être qu'on soit prêt aussi, ça ne va pas être facile, à accepter qu'il y ait aussi quelques activités, non pas qui disparaissent de nos territoires, mais qui en tout cas se réduisent parce que dans les quelques activités où on est des plateformes mondiales, il se pourrait qu'on le soit un petit peu moins. Si cette tendance, je dis bien si cette tendance se confirme, parce que moi je pense qu'il est encore un tout petit peu tôt pour dire oui, ça va se faire. En tout cas, par contre, il est pas trop tôt pour y penser et y réfléchir sérieusement. Virginie, ton regard sur cette tendance au nearshoring et à la reconfiguration de nos chaînes d'approvisionnement mondialisées?
Oui, alors je vais essayer d'éviter de répéter ce que vient de dire Jean-Charles, parce que sinon ça va être un peu lourd. Mais disons que sur tout ce qui est nearshoring, reshoring, oui, c'est un sujet complexe. Et donc, de ce fait, on pense qu'il faut forcément le travailler au niveau national et collaboratif entre territoires pour que ça ait une chance d'aboutir d'une quelconque façon. Et effectivement, une façon peut-être plus alors facile avec des gros guillemets de travailler ce sujet-là, c'est plutôt sur les questions de sous-traitance, notamment sur le sourcing de manière générale, avoir du double sourcing, imposer finalement des sous-traitants français, imposer ou en tout cas inciter fortement à travailler avec de la sous-traitance française peut être un des sujets un peu plus aisés à mettre en place plutôt que de travailler directement sur le format nearshoring, reshoring. Mais je voulais juste rebondir un peu sur les conclusions, plutôt sur la question finalement de l'évolution du développement économique qui est assez intéressante, je pense. Donc évidemment, je partage complètement cette conclusion qu'on ne peut plus opposer développement économique exogène et développement économique endogène. Je voulais simplement apporter un petit item en plus dans la question des critères qui doivent désormais guider, pour moi, l'action du développement économique. C'est cette question aussi de l'impact positif, de réussir à finalement intégrer ça dans nos critères. Comment est-ce qu'on va travailler la durabilité à la fois environnementale et sociétale. En tout cas, sur Nantes, c'est un projet, sur Nantes et Saint-Nazaire, c'est un projet fort pour le territoire, un engagement fort du territoire. Et donc, la question qui se pose pour nous, c'est aussi comment on va interpréter ça en termes de feuille de route de développement économique. Et donc, finalement, même si je partage la sagesse qui consiste à ne pas aller trop vite dans les conclusions sur la crise, en fait, pour nous, on ne le voit pas vraiment comme un grand changement, mais plutôt comme des orientations qu'on avait déjà en tête avant, qui se trouvent vraiment confortées, finalement, par ce que révèle la crise. Oui, on a cette accélération de la mutation. Et finalement, Vincent, toi, quel regard tu portes sur ces politiques structurelles qui devraient éclore pour pouvoir accompagner ces grands changements et ces tendances de fond? J'ai l'impression qu'on converge tous. Après, il y a des questions de calendrier et d'angle, mais pour dire que finalement, on est dans un rôle d'accompagnement du système économique, alors qu'il soit sur base endogène, exogène, et dans la capacité à combiner les deux. Je crois que c'est l'intelligence des agences aussi, et des services d'Aveco, c'est finalement dans le dialogue qu'on a avec les entreprises, de comprendre des problématiques qui peuvent être par moment locales, par moment nationales, par moment internationales, et de savoir les marier avec le territoire. Et ces compétences-là, pour moi, elles sont fortes et elles sont nécessaires dans la période d'adaptation. Parce qu'en fait, on vit à crédit quand même depuis quelques années. On vit à crédit sur la planète et les générations futures. Alors, on peut se cacher de ça, mais on voit bien que avant la crise, il y avait déjà beaucoup de débats là-dessus. On voit bien que les habitants sont de plus en plus conscients, et les chefs d'entreprise également. Donc, comment on fait maintenant pour aller sur un nouveau cap? Virginie, tout à l'heure, évoquait la question de la vision. Jean-Charles un peu aussi, si j'ai bien compris. C'est vrai qu'il faut donner une vision pour les territoires. Ce matin, Montebourg avait sa vision, qui est une vision très industrielle, en disant on va relocaliser, et c'est la solution, entre guillemets, à beaucoup de choses, y compris finalement par le nearshoring ou le rearshoring, comme vous voulez, la capacité à, quelque part, recréer des chaînes de valeur à l'échelle locale, diminuer à travers ça les chaînes logistiques, etc. Moi, je partage cette idée qu'il faut une vision et un cap. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de débats, que beaucoup de Français sont encore perdus. Beaucoup d'entreprises sont un peu perdues sur le projet. Où est-ce qu'on veut aller? On a quand même pris, par rapport à la vision qu'on a du développement économique il y a quelques années, on a quand même pris beaucoup de recul et beaucoup de sagesse là-dessus, y compris dans la vision que l'Europe a du développement économique, y compris sur la vision, je dirais, du rôle finalement de l'investissement étranger, quelquefois vu comme un nouveau messie dans les territoires. Et là, on voit bien qu'il en faut, parce que ça stimule le développement économique des territoires, ça amène des compétences, mais par moments, ça peut être prédateur aussi. Il ne faut oublier que ça soit en France métropolitaine ou dans l'outre-mer, il y a eu des stratégies offensives d'entreprises pour, entre guillemets, descendre la puissance économique des territoires, en fermant les entreprises quelques années plus tard. On est dans un jeu qui n'est pas un jeu tout à fait sur des bonnes bases. Donc, à mon sens, il faut repartir. Cette vision, elle doit se traduire par un plan dans les territoires. Et ce plan, il doit être construit autour de 5 éléments.
j'aurais pas le temps de détailler, mais la notion du capital productif, transformation en fait économique et transition écologique, mais c'est pas qu'une affaire des entreprises, c'est aussi l'affaire des territoires, que ça soit dans la zone d'activité, que ça soit dans les dispositifs d'accompagnement, que ça soit dans les services des agences. Donc il y a quand même beaucoup de choses à faire là-dessus, et puis il y a la capacité à mutualiser des plateformes. Capital humain, ce matin on parlait des talents. Ben, évidemment, mais on ne peut pas dire qu'on est en transformation si on n'a pas une gestion prévisionnelle des emplois des compétences à l'échelle territoriale dans une logique dynamique et offensive. Capital relationnel, il y avait une question sur le CARE qu'on aurait pu évoquer, mais c'est vrai qu'on a vu que la crise, elle a montré le rôle en fait à l'échelle territoriale des acteurs, des initiatives citoyennes, des associations, et ils ont été un amortisseur de conjoncture. Ils ont été un amortisseur pour beaucoup de gens. On ne va pas balayer ça d'un geste. Au contraire, ce sont justement des valeurs qu'il va falloir développer dans les prochains plans. Et puis, évidemment, on parle de société numérique. Imaginez la crise du Covid il y a 10 ans. Imaginez il y a 10 ans. On ne serait pas sorti dans la même condition, quoi. Mais ça mesure aussi la dépendance qu'on a par rapport aux infrastructures numériques et quelque part aussi aux GAFAM derrière. Les infrastructures numériques, c'est pas que de la fibre, hein, c'est des data centers, c'est des tas de choses derrière. Ce sont des entreprises de services, ce sont des entreprises, on va dire, qui font des objets connectés, c'est de l'industriel et du soft. Bon, bah là, il y a peut-être encore des choses à faire, on va dire. Et puis, je terminerai sur 4 points qui sont, moi, 4 leviers importants. Je crois qu'il y a des modes de faire qui changent. Le télétravail, l'économie sociale et solidaire, le made in, etc., changent les modèles du développement économique. Il faut s'approprier dans les territoires et dans les agences. Les agences, elles sont quelquefois un peu loin de l'économie sociale et solidaire. Elles peuvent être aussi un peu loin, je dirais, des préoccupations écologiques dans certains cas. Il y a la question des infrastructures. Les infrastructures, les tiers-lieux, etc., etc. Il y a la question des compétences, je l'ai évoqué, et puis il y a la question des fameux secteurs clés qu'on évoque depuis tout à l'heure. Je pense qu'il y a des secteurs qu'il faut regarder. Je vais vous donner un exemple, les low-tech. On parle beaucoup de high-tech, mais en fait, comment on arrive aujourd'hui à produire un service qui correspond aux besoins du consommateur, que ce soit un consommateur final, que ce soit une entreprise en B2B ou une administration, en partant sur une base technologique qu'on maîtrise et qui est moins consommatrice d'énergie. Aujourd'hui, il y a tout un mouvement et la France est très en avance là-dessus, notamment porté par les universités technologiques, mais aussi nos écoles d'ingénieurs. Mais ce sont des vraies filières en émergence dans les territoires et qui peuvent être à la fois de développement endogène et exogène. Je suis pas revenu sur la question de la santé, je suis pas revenu sur les questions des autres filières qui sont évidemment largement évidentes, sur lesquelles il va falloir travailler peut-être à relocaliser un certain nombre de choses. Donc je pense que on est dans une transformation massive en fait de notre modèle de développement, massive, que la crise est un accélérateur, mais c'est pas qu'un accélérateur, ça donne aussi une impulsion pour aller plus vite, plus loin, mais que pour ce faire, il faut une boussole, il faut un cap. Et qu'on a encore besoin peut-être là-dessus de passer de l'état d'urgence à l'état de vigilance et d'anticipation. Et alors justement, tu soulignais pendant cette crise l'émergence du CARE, on n'a pas encore abordé, et du coup la question plus générale de la santé, de cette filière santé qu'on a vu émerger pendant cette crise sanitaire, et qui finalement devient un vrai enjeu d'attractivité territoriale. Comment, Virginie, peut-être d'abord, tu perçois cette tendance-là? Est-ce que c'est un enjeu fort des stratégies d'attractivité territoriale, notamment sur tout territoire? Il se trouve que de notre côté, la santé était déjà avant la crise une des filières considérées comme les plus stratégiques. On n'est clairement pas les seuls, hein, mais avec des secteurs d'expertise autour des biotech et de la e-santé en particulier, et puis surtout un grand projet urbain avec la construction du futur CHU et d'un quartier de la santé autour, à horizon 2026. Donc on avait déjà, nous, je dirais, un territoire quand même assez positionné sur ce sujet-là. Donc c'est évident qu'avec la crise, ça va prendre forcément encore plus d'importance. On ne peut pas retourner en arrière, c'est impossible en termes d'évaluation stratégique après une crise comme celle qu'on vient de vivre. En revanche, la question qui se pose, c'est plutôt la santé étant justement une de ces filières qu'on considère à impact positif direct sur la population, comment est-ce qu'on réfléchit justement à d'autres filières qui ont cet impact positif sur la population au sens large du terme? C'est plutôt ça la question qui se pose.
Et puis, pour revenir à la question de la santé, je pense que l'évolution principale, c'est plutôt de le voir comme justement désormais un critère d'attractivité résidentielle et plus seulement une filière économique d'expertise. Là où jusqu'à présent, c'était plutôt déjà un critère d'attractivité résidentielle, mais plutôt d'un point de vue des territoires ruraux, comme quelque chose d'assez compliqué à gérer sur la couverture médicale. Et je pense qu'aujourd'hui, ça devient finalement un des critères essentiels pour l'ensemble des territoires, y compris les métropoles. Quelle est l'offre de santé qui existe sur le territoire? Pour moi, c'est ça un peu la nouveauté de la crise sur la filière santé. Jean-Charles, ta vision sur cette émergence du care dans les stratégies d'attractivité? Virginie a quasiment tout dit. On est un peu dans la même position à Lyon, avec un secteur santé qui est historiquement fort. Donc effectivement, je ne vais pas être très original, hein. Sur le secteur santé, il y a des confirmations. Le fait que le secteur soit encore plus prioritaire, ou en tout cas que sa priorité soit confirmée pour nous sur des choses très, très précises, comme les molécules thérapeutiques majeures, les principes actifs, où Lyon était déjà très très bien placé, ça se confirme comme un secteur majeur. Sur les santé, évidemment, avec là aussi peut-être un moyen de réconcilier territoires ruraux et territoires urbains, en tout cas de ne pas les opposer, comme ça a été longtemps le cas. Ça peut en tout cas être une piste. Moi, j'ajouterais quelques éléments par rapport à ça, alors qui relèvent pas forcément directement du care, mais quand même. Sans parler des low-tech, moi, je vais parler des head-tech, tout ce qui est technologie liée à l'éducation. Je pense que là, les choses vont évoluer extrêmement vite aussi, parce que moi, j'aime bien employer le mot catalyseur. Je suis un biologiste, donc forcément, ça me parle. Quand on parle d'accélérateur, d'amplificateur, cette crise, oui, c'est un catalyseur, ça nous pousse à amplifier, à accélérer. Sur des tendances qu'on avait déjà entrevues, Virginie l'a dit, je pense qu'on est en tout cas pas mal d'agences, pas mal d'IPA qui avaient commencé à bosser sur tous les thèmes qu'on aborde aujourd'hui. Peut-être un peu timidement, on était tous on va dire, on avait l'impression d'être en anticipation sur un truc qui finalement aujourd'hui ne fait plus partie de l'anticipation, mais fait partie de notre présent, quoi. Mais voilà, il y a vraiment des éléments comme ça. Alors, je ne suis pas dans le care là quand je parle des tech, mais quand même, on n'en est pas si loin. Après, je pense que tout ça est aussi à rapprocher des modèles d'entreprise qu'on va aider à se développer. Je pense qu'il y a une exigence sur les modèles d'entreprise. Et là, on va avoir quand même quelque chose qui ne va pas être si facile que ça à gérer. Quand on parle du care et quand on parle ne serait-ce que du soin à la personne, etc., on sait que c'est une profession, enfin, on l'a vu encore, qui sur le plan social sont souvent des modèles d'entreprise correspondent à ce qu'on aimerait par rapport à ces... Alors, je crois qu'on a perdu Jean-Charles. Il va essayer de se reconnecter. Du coup, en attendant, il nous reste encore quelques minutes avant qu'on passe aux échanges avec les participants. Terminer sur un point clé pour terminer cette boucle de réflexion. Quel est finalement le rôle du marketing territorial face à ces grands enjeux de développement économique sur les territoires? Quel est le rôle du marketing territorial pour accompagner ces mutations-là? Jean-Charles, tu es là? Oui, je suis là. Excusez-moi. Tu peux peut-être justement terminer sur cette question. Quel est le rôle du marketing territorial face à ces grands enjeux du développement économique sur les territoires? Tu souhaites que j'intervienne en premier, c'est ça? Oui. Oui. Tant qu'on t'a connecté. Ok. Je pense que le marketing territorial, il a justement ce rôle dont on a parlé tout au long de cet échange, de réconciliation entre des pans qui paraissent parfois pas si facilement conciliables, l'endogène et l'exogène,
les territoires, la partie rurale de nos territoires ou périurbaine, tout dépend, et enfin les différentes parties de nos territoires, pour justement essayer de proposer une évolution des modèles de développement qui concilie tous ces aspects. Et j'ai vu passer pas mal de questions sur le marketing territorial là, dans le fil. Est-il finalement aujourd'hui plus vers l'exogène que vers l'endogène? Nous, on avait constaté quelque chose, d'assez intéressant sur les 3-4 dernières années à Lyon avec notre programme en Lyon, c'est que quand on essaye, enfin, pas quand on essaye d'opposer, mais quand on déconnecte la partie endogène de la partie exogène, ça ne marche pas, ni pour l'un ni pour l'autre. Et on essaye de faire du marketing territorial à l'international sans un bon ancrage local, ça ne marche pas. Quand on essaie de faire du local sans emmener un petit peu notre communauté vers des ambitions exogènes, ça ne marche pas tellement non plus. Donc, finalement, je pense que le marketing territorial, il va pouvoir aussi servir à ça aujourd'hui, c'est-à-dire aider à concilier toutes ces dimensions qui parfois paraissent un peu contradictoires ou difficilement conciliables, parce que je pense que si on veut avoir des territoires qui sont équilibrés, ni trop repliés sur eux-mêmes, ni comme le soulignait Arnaud Montebourg ce matin dans son intervention, ni des territoires pour lesquels l'attractivité rend le territoire non vivable pour ses propres habitants, parce que ça peut être aussi de danger, on n'a pas le choix. Dans nos approches de marketing territorial, il faut qu'on arrive à trouver cet équilibre. Voilà, il faut qu'on se contraigne et qu'on prenne comme objectif d'arriver à trouver cet équilibre, finalement, dans un développement entre les différents pans qu'on a évoqués là, qu'ils soient endo, exo, urbains, périurbains, ruraux, sur différents secteurs d'activité, en n'étant pas dupe de ce que ça peut amener ou de ce qu'il va falloir qu'on contrôle. En tout cas, je pense que notre rôle, ça va être de participer ou de contribuer à notre niveau, hein, parce que tout ne se passe pas au niveau du marketing territorial, bien sûr, mais à aller vers un développement équilibré, parce que je crois que c'est un des objectifs, c'est ce que tout le monde souhaite. Hein. Avoir un développement le plus équilibré possible et peut-être un petit peu plus équilibré que ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Virginie, ton regard sur cette question du rôle du marketing territorial, est-ce que tu vois d'autres choses en plus de cette capacité à choses? Disons que c'est une autre manière de formuler ce qui vient d'être dit, mais je reviendrai en fait à la vision dont parlait Vincent précédemment. Pour moi, c'est ça le principal intérêt du marketing territorial, c'est d'engager une dynamique collective, donc d'où le fait de décloisonner développement économique endogène, exogène, périurbain, urbain, etc. Moi, c'est ça qui est vraiment important, de manière à construire une vision partagée. Cette vision partagée, elle permet de poser un projet d'attractivité, et sans cette colonne vertébrale-là, on ne peut pas construire derrière des actions cohérentes, à la fois des actions qui doivent être des actions de prospection, mais aussi des actions de politique publique. Hein. C'est important d'avoir cette cohérence endogène-exogène. Et puis derrière, pour ce qui me concerne plus directement, tout ce qui concerne le discours de promotion, on ne peut pas faire la promotion d'un territoire si on n'a pas un projet clair à présenter dans son discours. Vincent, pour compléter ce qui vient d'être dit, est-ce que tu vois d'autres éléments complémentaires au rôle du marketing territorial dans ces milieux-là? J'ai bien aimé l'approche systémique de Jean-Charles, hein, la maîtrise de l'ouverture-fermeture d'un territoire, très très liée finalement aux sciences du vivant. Merci. Je trouve qu'en effet, c'est une bonne approche. Il faut qu'on arrive à travailler les deux. Pour moi, le marketing territorial, le marketing, c'est la mise en marché en fait. C'est un boulot, en fait, quand on fait du marketing. C'est le cœur business, en fait. Je pense que là, il y a un peu d'évolution quand même. On va passer certainement de stratégies un peu bling-bling, hein, très tirées par des outils et la com, à des stratégies plus ancrées sur le sens, ancrées sur la proximité, la sincérité des discours, la relation avec les écosystèmes locaux. Donc, en fait, voilà, les valeurs changent de la société. Et elles ont été accélérées, donc le marketing, il doit aussi, dans son discours, mais aussi surtout dans les pratiques des uns et des autres, changer en ce sens. Le deuxième point, on est dans un monde digital, donc la data va être demain au cœur des métiers des marketeurs, quoi.
On le voit bien, hein, il y a de plus en plus de services online, mais quand on regarde à l'échelle internationale, on est très très en retard en France encore là-dessus, sur la capacité finalement à presque vivre dans un environnement, je dirais, numérique et à presque co-construire son projet avec des interfaces automatiques, en tout cas pour une partie des éléments. Et puis le troisième point, je crois que la valeur qu'a apporté le marketing au territoire, c'est l'écoute de l'autre. C'est le fameux care, le care au sens de l'empathie. Au sens de la gestion de la relation avec l'autre. Et les marketeurs, en fait, ils pensent d'abord les autres. Alors, tout à l'heure, je disais les agences, elles pensent entreprises, donc elles comprennent les entreprises, mais elles comprennent aussi les salariés, parce qu'on voit bien qu'elles s'intéressent aux talents. Virginie, tout à l'heure, parlait d'attractivité résidentielle également. Donc, je crois que ces compétences-là des agences, la capacité à sortir de l'offre, moi j'ai l'habitude de dire du nombril du territoire, qui ne parle que de lui, qui ne regarde que lui et qui ne pense qu'à lui. Et ben, faire du marketing, c'est penser aux autres et être de plus en plus dans une relation empathique. Et je crois que les agences, elles ont, et les développeurs économiques de manière générale, ont cette capacité-là. Donc, c'est pas faire du washing, tout ce qu'on veut, hein, Marc, mais c'est plutôt amener d'une certaine manière, cette compétence-là auprès des territoires. Et je terminerai là-dessus le lien avec le CARE. Le CARE, pour moi, un territoire qui est vraiment CARE, c'est un territoire qui est empathique, que ça soit avec ses habitants, avec ses touristes, avec ses entrepreneurs. Et donc, ça pose la question du lien, en fait, qu'il y a entre le monde du développement économique et le monde de l'aménagement et de l'urbanisme. Et on a beaucoup encore à faire en France là-dessus. Parce que d'une certaine manière, ces milieux-là se connaissent, mais ne se comprennent pas et très souvent travaillent peu ensemble. Or, en fin de compte, si on veut répondre aux enjeux, y compris des enjeux sociétaux ou globaux, il faut qu'on soit capable de marier ces deux compétences-là dans les territoires. C'est de l'intérêt de tout le monde. Alors, merci Vincent. Justement, pour rebondir sur ce que tu disais, on va passer aux questions de nos participants. Et question de Marc, que je salue au passage. Le soutien au commerce ou au tourisme est-il inscrit dans ces nouvelles priorités du développement économique? Qui souhaite répondre à cette question-là? Je peux répondre par exemple si vous voulez. De notre côté, la question des commerces, en fait, ça a été à un moment une de nos filières justement considérée comme prioritaire, qu'on a choisi depuis quelques années de laisser de côté. Pour autant, ça ne veut pas dire que quand il y a un besoin, on ne va pas travailler dessus. Donc, par exemple, pendant la crise, on a monté un hackathon avec nos différents partenaires du territoire pour trouver des solutions pour les professionnels de la restauration et de l'événementiel professionnel. Donc, on a finalement travaillé sur une partie des problématiques des commerces. Donc, je pense que c'est aussi ça qu'il faut savoir mettre en place en période de crise, c'est une certaine souplesse pour répondre aux besoins les plus urgents, quels qu'ils soient. Après, sur la question du plus long terme, je pense que c'est vraiment du cas par cas. Ça dépend vraiment de chaque territoire. Sur Nantes et Saint-Nazaire, a priori, c'est pas à l'ordre du jour, mais encore une fois, on n'est pas premièrement sorti de la crise, donc quels seront les vrais enseignements? Enfin, c'est vraiment des choses qu'il faut suivre sur la durée. Et sur la question du tourisme, en termes d'articulation, ça me semble, tout ce qu'on vient de dire sur le décloisonnement, sur la nécessaire cohérence territoriale, etc., ça me semble évident qu'il faut forcément travailler de la manière la plus étroite possible, chaque territoire ayant ses particularités organisationnelles, entre tourisme et développement économique, parce qu'on sait très bien que, par exemple, un touriste, ça peut être sa première expérience d'un territoire, première expérience qui peut ensuite se transformer en choix d'une ville ou choix d'une implantation. Donc, évidemment qu'il faut penser tout cela en cohérence. Maintenant, il n'y a pas, je pense, de solution miracle qui serait applicable sur tous les territoires. Ça dépend de chaque histoire et structure organisationnelle. Justement, sur ce sujet, les études récentes en gestion, elles montrent combien il y a une personnalisation de la décision de localisation du chef d'entreprise et que bien souvent, il va choisir son lieu d'implantation parce qu'effectivement, il a pu avoir une expérience territoriale précédente et notamment via les activités touristiques. Vincent, Jean-Charles, est-ce que vous souhaitez rebondir sur cette question de la transversalité du soutien au commerce et au tourisme? Je veux bien, très rapidement. Je pense que le commerce, c'est quand même un sujet très particulier. Je suis pas sûr que dans la plupart des agences, on ait les compétences pour y travailler. Par contre, quand on voit les programmes Cœur de Ville, ils sont un peu handicapés quand même sur la question de la mise en attractivité du centre-ville. Ce sont des programmes qui ont été construits comme de la revitalisation. Donc,
en fait, on refait des mailles commerciaux, etc., etc. Mais on se pose moins la question de l'attractivité ou de lien avec des politiques d'attractivité. Je pense que le rôle des agences, c'est d'amener cette ingénierie-là à celles et ceux qui reconstruisent nos centres-villes, mais quelquefois dans une approche qui est peut-être très urbaine ou très commerce. Sur le lien avec le tourisme, je rejoins ce que tu disais, Sarah, c'est que en fait, il faut penser territoire agricole, en fait. Donc, la question, c'est qu'est-ce que le territoire a à dire aux individus et quelle expérience il veut donc perçue, il veut projeter, quelle expérience vécue il veut faire vivre. Donc là, on voit bien que le lien entre le tourisme et l'économique, mais je pense qu'il y a un marché qui est souvent maltraité, c'est le marché qui est entre le tourisme et l'économique. C'est-à-dire l'agence de Daveco dit « Ah non, ce projet-là, il a une connotation touristique, j'y touche pas trop ». Et puis du côté du tourisme, on dit « Ah ben non, ce truc-là, il a une dimension économique parce qu'il y a un porteur de projet, j'y touche pas trop non plus, sinon l'agence de Daveco ou le service Daveco va me tomber sur la tête ». Donc là, sur ces sujets-là, il y a un vrai enjeu. Dans certains territoires, ça a été résolu. Par moment, il y a peut-être encore des points de progrès, on va dire ça, pour articuler les compétences tourisme et économique par rapport au développement d'une offre ou une adaptation d'une offre aux conditions de marché. Alors, autre question, les agences d'attractivité, est-ce que ce sont finalement des moteurs de la relocalisation industrielle post-Covid? Moteur, je trouve, enfin, il serait peut-être un peu prétentieux de dire qu'on est des moteurs. Qu'on soit des contributeurs, par contre, c'est déjà une belle ambition. Des contributeurs concrets à cette réindustrialisation à travers ce qu'on a évoqué là, c'est-à-dire l'action qu'on peut avoir sur le tissu industriel à travers nos actions d'attractivité, mais en particulier compte tenu de ce redéploiement probable, partiel mais probable, des supply chains. Et là, je pense qu'on peut réellement avoir une contribution forte, adaptée, qui vient justement faire ce qu'on énonçait là, c'est-à-dire compléter les démarches de réindustrialisation des territoires en amenant ce qui manque ou ce qui serait bien d'avoir sur les territoires. Là, je pense qu'on peut être des contributeurs, j'allais dire, encore plus forts, parce qu'on l'est déjà. Enfin, moi, je le vois à Lyon, on l'est, mais on peut l'être encore plus, ouais, clairement. Et alors justement, sur ce rôle de contributeur, notamment face aux mutations environnementales et à cette question de l'empreinte écologique de nos entreprises, est-ce que nos agences de développement économique, on peut se dire que ça devienne des agences de développement économique et de transition écologique? Est-ce que c'est envisageable? Virginie, peut-être un mot sur cette question? Je pense que la barrière est quand même un peu grande à franchir en l'état. Parce que le jour où on est également agence de transition écologique, ça veut dire qu'on a pour le coup totalement franchi le cap de développement économique endogène-exogène, déjà pour commencer, dont on parlait tout à l'heure. Et ensuite, qu'on a décidé d'apprendre sur cette dimension-là. Mais après tout, pourquoi pas imaginer ça, mais peut-être pas demain, quoi. Moi, je pense que j'aime bien cette question parce qu'elle correspond à une réflexion qu'on avait, enfin plus qu'une réflexion d'ailleurs, qu'on avait engagée avec nos collègues de l'OPAL, qui est l'agence d'urbanisme et d'observation économique de Lyon, sur la thématique attractivité et transition, clairement. Alors, on n'a pas toutes les réponses, mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on ne pourra plus envisager nos stratégies d'attractivité sans y inclure, j'allais dire un prisme, c'est plus qu'un prisme, un filtre, transition écologique, quoi. Parce qu'on voit bien que si on le faisait, c'est qu'on serait autiste et qu'on n'aurait rien compris à l'évolution de la société, du contexte dans lequel on vit. Par contre, après, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit parce qu'il faut trouver la moyen de le faire. Et là, je pense qu'on a tous encore pas mal de boulot, quoi, pour y arriver. Mais ouais, je pense qu'on ne peut pas ne pas le faire. Et de toute façon, je pense que l'efficacité future, y compris en termes d'attractivité, elle dépendra de ça. Je ne pense pas que dans les années qui viennent, on sera capable d'attirer de beaux projets si on n'est pas capable de garantir à ces beaux projets qu'on a ce filtre-là et ce prisme-là vis-à-vis des autres projets qu'on accompagne. Je ne sais pas si je suis clair, mais
je ne vois pas comment on peut attirer des boîtes responsables et brillantes si on ne leur montre pas qu'on l'est soi-même. Voilà. Donc, je crois qu'on n'a pas beaucoup à se poser les questions. Par contre, on a du job, quoi, clairement. Et justement, ça pose la question de l'agilité des modèles d'agence pour se reconcentrer sur l'endogène, ou plutôt mieux articuler exogène, endogène. On a une question sur ça, sur la question de l'agilité de ces agences pour fidéliser aussi et animer nos écosystèmes. Vincent, quel regard tu portes sur l'agilité des acteurs du développement économique, en fait, de manière générale? Je rejoins ce que disaient Virginie et Jean-Charles, c'est que il faut s'y mettre, quoi. Il y a une forme de verdissement à avoir et d'agilité. Moi, quand j'étais en agence de développement, j'étais responsable de la direction de l'attractivité durable des territoires. Et je peux vous dire que derrière le titre un peu ronflant, c'était pas spécialement évident, parce que ça veut dire quoi une attractivité durable déjà? Alors, de grands débats là-dessus. Mais n'empêche qu'il y avait eu un grand débat avec les élus et l'administration régionale à l'époque sur finalement les cibles, la façon de prospecter, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'eau qui sont passées sur les ponts et qu'on peut aller beaucoup plus loin, que le propre d'une agence, c'est son agilité. En fait, c'est pour ça qu'on crée des agences, qu'elles soient en tourisme, en éco, en urbanisme, tout ce que vous voulez. C'est pour avoir des outils qui sont capables, en tout cas dans le cas des agences, de dialoguer avec des entreprises ou avec des touristes, qui vous voulez, mais avec une certaine forme d'agilité et de réactivité. Donc, moi, j'ai envie de dire, il faut retourner vers les collectivités territoriales aussi, et c'est à elles, par rapport à cette agilité des agences qu'elles ont en potentiel, de leur définir des feuilles de route. Et je pense que les feuilles de route sont en train de bouger un peu partout, et bougeront encore dans les prochains mois, sur ces questions, finalement, de savoir accompagner le développement économique de manière différente, y compris d'ailleurs dans la pratique même de l'agence. Aujourd'hui, la DERLI, parce que récemment, j'ai entendu des collègues de la DERLI, de Jean-Charles, qui parlaient de leur prospection purement digitale. Le digital, c'est polluant aussi, mais ça l'est quand même un peu moins que de prendre l'avion à 15 pour aller à l'autre bout de la planète pour rencontrer 10 personnes, quoi. Donc, il y a des pratiques de verdissement qui sont faisables aujourd'hui et dont, je dirais, les comportements des uns des autres sont acceptés. Avant la crise du Covid, il y a plein de gens qui voulaient pas faire de webinars, etc., ou vraiment un petit peu. Aujourd'hui, peut-être qu'on a trop fait, mais peut-être qu'on a aussi changé les comportements là-dessus et qu'on est donc capable, sur une partie de l'activité commerciale, d'être beaucoup plus efficient. Et je pense qu'aussi sur les outils de communication et la façon dont on fait de la communication, il y a aussi beaucoup de choses à faire, y compris dans la représentation physique de ces objets de communication. Alors, on a beaucoup parlé des agences ou des collectivités dans le management du développement économique, ou plutôt de la capacité à accompagner, que ce soit la gestion de crise ou les opportunités de développement. Mais finalement, qu'est-ce qu'on peut dire des réseaux consulaires et de nos chambres consulaires sur les territoires? Je pense que si on revient, en tout cas, je vais parler pour Lyon parce que je ne peux pas constater je ne connais pas bien ce qui s'est fait ailleurs sur ce plan-là, mais ce qu'on voit, c'est que ce réseau consulaire, en tout cas à Lyon, que ce soit CCI ou CMA, s'est révélé comme un réseau de proximité là, pendant les 3-4 mois qui viennent de s'écouler, très précieux dans la relation avec les entreprises. Et alors, ça ne préjuge pas de ce qui sera fait derrière, mais en tout cas, je pense que c'est un rôle qui avait peut-être un peu été, pas oublié, mais qui était moins visible, et qui là, dans ce contexte d'urgence, s'est révélé, est devenu plus visible et aussi précieux parce que ces réseaux-là permettent d'avoir une proximité que d'autres organisations n'ont pas et que, alors là je parle au niveau de la DERLI par exemple, on n'est pas capable d'avoir à grande échelle, c'est-à-dire qu'on est capable d'être très très proche de notre communauté d'implantés, d'un réseau d'entreprises locales sélectionné, mais on n'est pas du tout capable d'avoir un spectre aussi large que peuvent l'avoir les chambres. Voilà. Je pense que là, il y a un vrai intérêt qui s'est rappelé à nous. Maintenant, il faut voir comment tout ça va évoluer, comment, au fur et à mesure de l'évolution de la situation, dans l'évolution de la crise et sa sortie, le rebond, enfin tout ce qu'on discutait tout à l'heure,
ces acteurs vont pouvoir continuer de bien jouer ce rôle-là. Mais je trouve qu'ils ont un rôle très complémentaire avec ce qu'on peut faire. Quand je disais que nous, on s'était attaché auprès de notre communauté d'implantés à aller reprendre contact avec eux, vraiment spécifiquement sur la crise, pour voir comment ils allaient et ensuite les rediriger vers les équipes qui pouvaient bien les accompagner sur cette problématique de crise, on l'a fait entre autres très fortement avec la Chambre de commerce, parce que c'est un des acteurs importants pour nous, au-delà du fait qu'ils font partie, qu'ils co-président l'agence. Il y avait une vraie complémentarité entre ce que nous, on était capable de faire et qu'eux n'étaient pas forcément capables de faire auprès des entreprises avec lesquelles on est en lien, et puisque eux sont capables de faire pour accompagner ces entreprises là où nous, on n'a pas le savoir-faire, on n'a pas les moyens, on n'a pas la puissance de feu, on a l'agilité dont on parlait tout à l'heure, mais on n'a pas cette puissance de feu qu'ont les chambres consulaires, qu'ont toujours les chambres consulaires malgré ce qu'elles traversent. Je pense que ce sont des acteurs en effet incontournables dès lors qu'on veut aller en profondeur dans un écosystème. Ils ont cette capacité à connaître des acteurs de l'écosystème de manière complémentaire aux agences. Et puis on va dans un monde numérique avec de la data, ils ont aussi des bases de données particulièrement intéressantes. Alors on pense souvent centre-ville, commerce, mais pas que ça, sur tout simplement le tissu d'entreprise, leur dynamique, etc. Donc ce sont pour moi des acteurs de la chaîne de valeur de l'attractivité et du développement économique d'un territoire. Pour moi, très important. Et en effet, après, selon les territoires, leur rôle peut varier en fonction des articulations avec les collectivités, notamment les représentants d'État. Alors, je vous remercie, Virginie, Vincent, Jean-Charles, pour vos interventions respectives et pour ces échanges qui ont été riches et qui ont fait l'objet de nombreuses questions. On n'a pas pu tout traiter sur ces 1 heure qui nous ont été données. Je vous remercie pour votre participation et je vous donne rendez-vous pour demain pour la 2e journée du Place Marketing Forum qui sera dédiée au tourisme où nous récompenserons le cas de Copenhague autour de sa démarche de marketing territorial et de tourisme. Je vous remercie et pour ceux qui n'ont pas pu assister à ce webinaire, il sera disponible sur le site du Place Marketing Forum. Vous pouvez encore vous inscrire les jours suivants. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.